Et donc, on démarre avec Damien Marc. Salut Damien. Salut Stéphane. Déjà venu nous voir l'année dernière, Damien. Et puis, il y a un petit moment qu'on se parle. Alors, président de JPB System. Et, alors, tu l'as à côté de toi d'ailleurs. Je ne sais pas si on va le voir. Je vais le prendre, moi. Et il est un peu lourd. Eh ben oui. Eh, il est un peu... bah oui, c'est de l'industrie. Bah oui. Et donc de Keyprod, tu vas nous raconter ça. Donc j'ai appelé ça transformer l'industrie, mais c'est aussi une histoire de transformation industrielle de ta propre boîte. JPB System, équipementier aéronautique. Hein, on refait un peu l'histoire, Damien. Boîte enfin j'allais dire que tu hérites. Que tu es obligé de reprendre d'une certaine manière, après que ton père a un accident de santé. C'est ça le truc. Hein. C'est ça, mon père a innové, a trouvé un produit, une vis qui ne se dévissait pas dans l'aéronautique. Voilà. Donc c'est né comme ça. Il a fait ça à côté de son job de salarié. Il a monté une société qui s'appelait JPB avec son associé à l'époque. Donc JP, c'est Jean-Pierre, mon père. B, c'est Bernard. Et cette boîte, il l'a portée à bout de bras jusqu'à faire accepter cette innovation dans l'aéronautique. Et puis, manque de bol, quelques mois plus tard, pépin de santé, et ça finira par une crise cardiaque un peu violente et son décès. Donc c'est à ce moment-là que moi j'arrive dans l'aventure sans rien connaître. Et t'avais pas prévu d'être industriel? Ah bah non, moi je suis ingénieur électronique, informatique industrielle. Mais qu'est-ce qui te dit que tu te sens investi de la mission de reprendre la boîte? Moi je vois mon père pendant 7 ans, 8 ans bosser comme un malade sur son truc, je sais même pas ce qu'il fait, je me dis je peux pas laisser ça, je peux pas laisser tout cet effort partir en fumée, donc je dis il faut que je reprends. Donc on a quand même eu 3 mois. T'as combien de salariés à ce moment-là Alors à l'époque JPB c'est dans une société de mécanique de précision, c'est 2 salariés. D'accord. Voilà, cet épisode se passe, je me positionne au rachat de cette société sans savoir comment on rachète une boîte. Il faut convaincre des banques que du haut de mes 24 ans, je vais être capable de le faire à l'époque, 25 ans. Et bref, ça marche. Donc c'est en juin 2009 que la société devient familiale et on est 3 personnes. On a un produit, c'est cette vis qui se dévisse pas, et on a un client, c'est Safran. Un mot, hein, parce que c'est toujours magique, moi j'adore, et puis tu le racontes très très bien, vis qui se dévisse pas, sauf quand on a besoin de la dévisser. Ouais, voilà, l'idée c'est qu'elle va très vite en phase de maintenance, être vissée, dévissée à l'aveugle, mais une fois que tu l'as vissée, elle se dévisse plus avec les vibrations et la chaleur. Mais ça veut dire que ça... Je veux rentrer dans le détail du truc. Ça veut dire qu'elle reconnaît le moment où il faut qu'elle se dévisse. C'est entièrement mécanique en fait, il y a un système qui s'auto-clipse en fait à une partie du moteur clac, qui vient s'engrainer, et puis ça se désengraine tout seul. C'est là. Et il faut un geste bien particulier qui n'est pas provoqué par les vibrations pour... Bah tu dévisses simplement, sauf que tu viens en fait lutter un peu contre un couple autofreinant que les vibrations seules ne peuvent pas voilà, c'est ça. Voilà, ça part de là. Mais c'est brevet mondial ça Oui, brevet mondial sur cette vis, mais depuis on en a bien d'autres. Sur les moteurs? Sur les moteurs d'avion et dans toutes les zones du moteur, hein, si tu prends le moteur d'une tranche de la grosse soufflante que tu vois à l'entrée jusqu'à la sortie, on est partout. Et donc on est sur des zones très chaudes, la chambre de combustion par exemple, à plus de 600 degrés, où il faut que cette vis tienne la durée de vie du moteur. Donc il a quand même fallu un petit peu creuser, il y a des ressorts dedans, il y a des choses, donc ça a été intéressant. Voilà le départ. Enfin, juste un mot là-dessus, parce que puis on a le temps, puis j'adore ça, mais c'est quand même une sacrée responsabilité. On en avait déjà parlé ensemble, que de travailler dans l'aérien. Je cherchais, tu vois, des outils industriels. Oui, d'accord, les gars qui construisent une voiture qui est lancée parfois trop vite, ils doivent y penser. Mais bon, t'as les crash tests. Là, t'as pas le droit à l'erreur. Ah bah non, une bagnole, grosso modo, tu te gares sur le coin de la route. Oui, ou même si elle va se crasher, bon, t'as tout un tas de systèmes qui permettent de protéger le conducteur. Aéronautique, il y a un peu plus de sûreté. Et nous, aussi simple soit-elle cette vis, hein, on vient en fait obturer des endroits où il y a de l'air à 1600 degrés Fahrenheit qui s'effiche, donc c'est énorme. Si jamais elle venait à céder, c'est un feu dans le moteur, donc oui, on a des responsabilités et on se le rappelle tous les jours. Et tu sais, Damien, juste pour finir là-dessus, parce que c'est un souvenir que j'ai, alors ceux qui aiment l'aéronautique se souviendront sans doute d'un spécialiste aéronautique qui s'appelait Bernard Chabert. Je ne sais pas si Bernard Chabert te dit quelque chose. C'était le gars qui parlait d'aéronautique dans les années 90 à la radio. Et c'était au moment du lancement de l'A380. Et il nous avait dit, je travaillais à Europe 1 à l'époque, et il nous avait dit, vous savez, les amis, il va falloir réfléchir à la façon dont maintenant vous allez traiter les catastrophes aériennes. Parce que les catastrophes aériennes, donc c'était la 380, tu vois, vont devenir majeures. Il y en aura de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'avions. Ça va devenir presque normal et il va falloir absolument que vous modifiez, vous, la façon que vous avez d'en faire justement une catastrophe absolument épouvantable. Voilà. Et résultat des courses, il n'y en a quasiment plus, en fait, des catastrophes aériennes. Enfin, les dernières, c'est 737 MAX, je crois, voilà. Ou alors, c'est des accidents qui sont liés à des événements extérieurs. Mais en fait, la sûreté aérienne et la sécurité aérienne, depuis cette époque,
a fait des progrès absolument incroyables. Voilà, je ne sais pas si tu Ouais, as toi-même vécu à ce... toute petite échelle, on y participe. Bah, bien sûr, voilà, c'est ça. Donc chaque acteur de la chaîne y participe et c'est important, on le rappelle souvent à nos salariés, quand ils ont ces pièces dans les mains, que c'est une responsabilité importante. Alors, comment est-ce qu'on arrive donc, puisque président de JPB System et de Keyprod, qui est ce device que tu m'apportes là et qui se plug sur les machines, hein, c'est ça l'idée. Ouais, Comment est-ce que tu passes de l'un à l'autre? Raconte un peu le pivot que tu as fait. Moi, je reprends la boîte, on est en juin 2009. J'ai un seul objectif, il est assez banal, mais c'est de dire, papa, si de là-haut tu me vois, je veux te rendre fier. Et donc, comment on fait pour développer cette boîte? L'idée qu'il en avait, nous, c'est de se développer à l'export et de se développer dans l'innovation. Voilà. Et moi, je sais faire ni l'un ni l'autre. Voilà. Je suis pas mécanicien, j'ai pas fait une école de commerce, donc on fait tout ça sur le bon sens. Je m'entoure de gens qui savent mieux faire les choses que moi. C'est une première chose. Donc très tôt, en fait, je me mets dans cette situation de ne pas maîtriser tout ce qui se passe dans ma boîte et ça me servira pour le futur à mettre ce pied toujours un peu dans le vide sans savoir si on va atterrir et quand. Et ça fonctionne, donc avec beaucoup de passion, une équipe de pionniers à l'époque, on va frapper à la porte des GE, des Pratt, des Rolls-Royce avec nos produits. Donc ça, c'est les motoristes. Hein. Les motoristes, ouais, puis on se nourrit de leurs problématiques en disant, voilà, on a cette vis, mais on peut faire d'autres trucs, et puis 10 ans après, c'est 15 brevets internationaux sur des parties de moteurs d'avion, de pièces comme ça qui viennent se Mais lisser toujours, entre elles. voilà, c'est ça, c'est toujours quand même sur le même procédé. On a dérivé un peu ce procédé, et puis on a trouvé d'autres produits, par exemple, aujourd'hui, sur la motorisation Pratt, le GTF qui motorise l'A320 Neo, 100% des raccords de canalisation qui véhiculent le fuel, l'air, le kérosène sont fabriqués chez nous à 40 minutes d'ici à Villaroche. 100%. Ici, on est à Paris, hein, les amis. Ouais, 100%, voilà. Donc voilà, des beaux succès industriels, des réussites, une excellence. Tout de suite, on se met dans une excellence. On se dit, faut qu'on soit bon. Attends, parce que quand... c'est combien de chiffre d'affaires là aujourd'hui, JPB? Juste l'activité que tu décris là, c'est-à-dire... On était 3 personnes, on est 120 aujourd'hui. On faisait 0% à l'export, on fait 85%. Non mais quand tu vas signer avec... C'est Pratt & Whitney, c'est ça, hein, pour... C'est-à-dire, ils te font confiance alors que t'es même pas une ETI encore. C'est là qu'au départ, on leur dit, voilà, on est chez Safran, on est équipementier, les mecs sont pas forcément toujours venus nous voir au départ. Hein, et ouais, non, mais je comprends bien que tu vas les voir. Ils nous ont fait confiance. Mais parce qu'ils savent aussi que tu bosses avec Safran. Oui, en fait, une fois qu'on a eu la première référence, les autres sont venus. Par contre, on s'est dit une chose, on a eu le marché sans qu'ils viennent nous voir. On a intérêt de faire une chose, c'est de rester sous les radars. Et pour rester sous les radars, faut être excellent. Comment ça, t'as intérêt à rester sous les radars? Parce que je me dis, s'ils viennent nous voir et qu'ils voient qu'on est 7 ou 8 à l'époque, ils vont flipper. Et donc, on a mis ce degré d'excellence incroyable. On livre à 100% à l'heure, zéro défaut qualité. Ce depuis 11 ans maintenant, l'ensemble de nos clients. Tu vois, c'est unique dans le monde au panel. On a fait ça parce qu'on avait la trouille au départ qui viennent nous voir et qui nous disent stop, on arrête. Donc tu vois. Mais j'en apprends tous les jours sur l'histoire. Mais oui, mais enfin quand même, voilà. Donc, juste, t'es sur l'aéronautique, on en a parlé des éléments de sécurité et tout. C'est pas parce que t'es une petite taille que ces marchés-là te sont fermés. On en parle régulièrement. Je ne sais pas si tu connais Jean-Charles Samuelian, aujourd'hui à la tête d'Alan, mais qui avait fait Explicit. C'est-à-dire, ils sont à deux, ils sont un peu comme toi. Ils vont dire, on n'y connaît rien, mais on va faire un siège d'avion ultra léger. Et ils y arrivent. Certification, tout ça. Je ne sais pas, je lui demanderais s'il a eu le même procédé que toi. Je l'ai connu au début de son aventure. Il me semble qu'il a eu du mal à avoir son premier client. Son premier client, son financement de garantie, je me rappelle. Son premier client, il est borderline. Je ne me souviens plus quelle est la compagnie qui l'accepte, mais... Mais c'est une histoire fabuleuse. Une fois que ça fonctionne et que c'est certifié et que ça part, après, la boule de neige part. Faut pas que ça merde. Lui, ils sont très forts, je crois, même dans le process. Ils ont réembarqué, il me semble, la supply chain de l'automobile et tout à l'époque. Super modèle. Et nous, on est pareil qu'au démarrage. C'est-à-dire qu'on est complètement fabless, qu'on appelle pas de fabrication. On est un bureau d'études, on est des experts de la supply chain, on commande nos pièces chez les gens qui savent faire. Et c'est comme ça que ça démarre notre aventure. Un peu... Bon, faire un parallèle sur leur modèle. Maintenant, donc tu disais combien de personnes aujourd'hui? 120, c'est ça? Un peu plus de 120. Bon, comment est-ce que tu arrives à Keyprod? À un moment donné, dans cette success story, tu te fais presque ensevelir de commandes. Il faut fabriquer à l'heure, comme je te le dis, ça nous a mis une pression d'enfer. Alors c'était assez dérangeant cette période de 10 ans d'hyper-croissance de JPB, parce que les mecs me disaient « Ouais, mais toi Damien, c'est facile, gérer de la croissance, c'est pas un vrai problème. Ouais. » Donc c'est vrai, moi je trouvais que c'était super dur de gérer de la croissance et je le maintiens aujourd'hui. Et je peux d'autant plus le dire qu'on en parlera, mais je pense que je me suis pas trop mal démerdé dans la gestion de la décroissance ces 2 dernières années.
Donc voilà, et ça a été un vrai problème. J'ai pas pu dormir plusieurs fois, pas pour les problèmes que j'imaginais. J'imaginais que j'allais avoir des problèmes avec mes banques, trouver des sous, trouver des clients. Finalement, ça n'a pas été le plus compliqué. Le plus compliqué, c'était de constituer une équipe. Sur 120 bonhommes, on a recréé, en partant d'une feuille blanche, des équipes complètes. R&D, supply chain, logistique, fabrication, au fur et à mesure, prototypage, assemblage. Tout ça, il a fallu le faire. Et puis, les plus gros problèmes, ça a été comment fabriquer toutes ces pièces. Maintenir la cadence, en fait. Maintenir la cadence, sachant que mon modèle commençait un petit peu à être fragile. Parce que mes fournisseurs me disaient, Damien, fais gaffe, ça va trop vite, nous, on va pas suivre la cadence. Et tu peux pas dire stop aux clients à ce moment-là ? Ah bah non, t'es engagé souvent avec des produits uniques au monde à livrer le marché que tu as gagné. Si tu livres pas ta petite pièce, là, c'est un A320 à la fin qui sort pas des lignes. Ouais. Donc on a dû très tôt se poser la question de comment est-ce qu'on fabrique, et c'est là que l'idée est venue de le faire en France, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment, et on a installé notre usine qui est vue aujourd'hui comme un modèle de l'usine du futur, non pas seulement par nos confrères français, mais également par nos clients étrangers. Ils nous disent, Damien, t'as 10 ans d'avance. Usine 4.0, ultra pilotable, voilà. Mais alors, Keystone. Alors, Keyprod. Keyprod. Keystone, c'est pas mal aussi, mais oui, Keyprod. Keyprod, ça vient comment ? Ça vient du fait que la French Fab, et tu m'avais reçu à l'époque pour ça en 2017, dit, les gars, soyez fiers d'être industriels, ça tombe bien, moi je l'étais, soyez innovants, engagez-vous à vous digitaliser, et entraidez-vous, recevez des jeunes. Donc nous, ça faisait un moment qu'on faisait tout ça. Il y avait peut-être que la partie entraide qu'on faisait pas forcément. Du coup, je dis comment je peux la faire ? Je vais ouvrir mon usine à tous les chefs d'entreprise qui veulent l'avoir et qui se posent la question de qu'est-ce que c'est une usine du futur. Ils vont venir voir chez moi ce que c'est. Et depuis 2017, j'ai reçu des centaines, je pense, de chefs d'entreprise dans mon usine. C'était presque devenu une activité principale à un moment donné que j'ai freiné parce que c'était n'importe quoi. Sauf que ça m'a alimenté dans une problématique, c'est que tous les mecs voulaient aller à cette époque vers l'usine du futur, mais ils ne savaient pas par où commencer, ils ne savaient pas le faire. Et ce qu'ils voulaient, c'était comme moi, être capable de piloter leur usine à partir de leur smartphone. Et donc, la grande idée, c'est de connecter les machines. Exactement. Et le problème de connecter les machines, c'est que globalement, ceux qui fabriquent les machines te répondent, c'est simple, il faut changer les machines. Soit tu changes tes machines parce qu'elles sont trop vieilles, soit quand tu as des machines neuves comme nous on avait, tu as 3 ou 4 langages de communication à interconnecter ensemble parce que c'est pas unifié. Même les machines neuves. Même les machines neuves. Ouais, t'as pas encore un protocole qui existe de partout. C'est un exemple que je donne souvent, mais ça me rappelle dans les années 94, je crois, j'ai eu mon premier ordinateur. Et si tu te rappelles bien, à ce moment-là, pour connecter une simple souris ou une imprimante à ton ordinateur, si tu n'avais pas le driver, t'étais mort. Absolument. Ça communiquait pas. Alors qu'aujourd'hui, tu branches la prise USB. Tu pouvais même pas aller le chercher sur Internet, le driver en plus. Donc, on en est là. On en est là dans l'industrie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les drivers. Donc soit tu les écris, soit tu trouves d'autres choses. On est en train d'écrire les drivers, ils vont sortir. Dans 10-15 ans, tout ça sera ultra connecté et ça sera unifié. Mais aujourd'hui, ça ne l'est pas et c'est comme ça qu'est né Keyprod. Il y a ça, mais il y a aussi, parce que je ne me gourre pas, il y a aussi tout un tas de... Enfin, il y a énormément d'industriels qui ont quand même un stock de machines, on va dire, efficaces. Et ils veulent trouver un moyen, en fait, de les rendre connectées, ces machines. Voilà. Tout à fait. Et c'est là qu'est née l'idée de Keyprod. On s'est dit, nous, finalement, toutes les usines, qu'elles soient en Inde, en Chine, au Japon, en France, au Pakistan, qu'elles aient des machines de 40-30 ans, ou les dernières générations des machines, elles ont un langage commun. Et ce langage, c'est les vibrations et le son que ces machines génèrent. Voilà. Et en fait, si tu regardes un atelier, l'opérateur, il écoute sa machine. C'est ce qu'on m'a raconté. Il l'écoute. Et donc, on m'a raconté souvent. Ouais. L'idée de Keyprod, elle est née là-dessus, de dire, on va faire un device, un truc que tu poses sur la machine, avec toutes les technologies d'IA aujourd'hui, de deep learning, de machine learning, on va apprendre très vite ce que fait la machine, et on va te dire sur ton smartphone l'efficacité de ton atelier, est-ce que tes machines tournent ou pas, quelle est la cadence réelle, et tout ça en temps réel. Et donc, c'est ce boîtier-là que tu as dans les mains aujourd'hui. Voilà, donc je suis très fier de t'amener dans les premiers objets de la série. Donc, ça a été un parcours du combattant pour en arriver là. Qui fait l'électrocardiogramme de la machine. Enfin, un cardiogramme ou encéphalogramme, j'en sais rien. Ouais. Mais qui écoute les battements de son cœur, quoi. Voilà, c'est un device tout simple, hyper bon. On a voulu le faire joli. Alors là, il est éteint, mais quand il est allumé, il a un beau halo de lumière. Il a un bel écran tactile. Quand on a créé ce truc-là, j'ai emmené mes équipes faire la foire d'Hanovre, en Allemagne, pour qu'ils voient un peu déjà si ça n'existait pas, ce truc-là, et ça n'existait pas. Ensuite, on s'est dit, putain, mais tout est assez moche dans l'industrie, les solutions et tout, on dirait que c'est daté d'il y a 10 ans, 15 ans, et donc on a filé au CES de Las Vegas, et on a dit, putain, c'est ça qu'il faut, c'est ce design, c'est ces softwares, c'est cette connectabilité, et on a marié les deux mondes pour faire Keyprod. Mais, donc il écoute la machine, c'est-à-dire, il faut que tu rentres, toi, dans
la mémoire, enfin bref, du système, on va dire ça comme ça. L'ensemble des bruits et des vibrations de toutes les machines qui tournent. Eh ben non, ça serait l'ancienne méthode. Aujourd'hui, grâce au protocole et à l'intelligence artificielle, ce device, si tu as un atelier de 30 machines, je t'envoie 30 devices comme ça, tu les installes toi-même en 5 minutes chacun. Mais s'il l'a jamais écouté, cette machine, comment est-ce qu'il va se rendre compte qu'elle peut dysfonctionner? Eh ben, c'est tout le secret de ce qu'on a développé, c'est tout cet algorithme hyper puissant qui va auto-apprendre très rapidement. Il faut juste écouter 2 pièces. Donc si ta pièce, elle fait 1 minute d'usinage, en 2 minutes, ça y est, c'est fini. Tu l'as appris, donc le plus long, c'est de relier ton D'accord, wifi. il écoute d'abord la machine en fonctionnement normal, machine dont on est sûr que celle-là, elle ne dysfonctionne pas, alors on est d'accord. Oui, voilà, oui, c'est ça. Là, on est dans du suivi de production. D'accord, d'accord. On est dans du suivi de production, donc en fait, on écoute la musique comme Shazam le ferait. Ben, si je pensais. Et ensuite, on vient restituer et dire, ah bah là, ça c'est une pièce, ça c'en est une autre, et on est capable de te dire, t'en es à 30% d'avancement de ta pièce, 40%, et te compter les pièces en temps réel, et tout ça dans un univers d'atelier, sachant que la machine d'à côté, elle vibre, sachant qu'un mec avec un chariot va rentrer dans la machine, et ce truc-là, une fois que ça suit les pièces, tu peux taper sur la machine, ça va pas le déranger. Quasiment pas. Voilà, donc c'est tout le secret de Keyprobe. Moi, ce qui me fascine maintenant, Damien, c'est... Alors, donc ce produit-là, il est magnifique. J'imagine que tu as dû t'arracher les cheveux avec crise de composants, etc. Enfin bref, tout ce qu'on raconte aujourd'hui sur l'électronique pour le faire, ça n'a pas dû être simple. Ouais. Hein, non, on est en plein dedans. Là. Et tu es en plein dedans. JPB, ça tourne. Tu gères même, alors on va dire un mot du trou d'air que l'aéronautique a connu, mais pourquoi créer une deuxième boîte? Enfin, c'est quoi, à chaque fois, c'est ma question sur les entrepreneurs, c'est quoi le moteur interne là qui fait que je veux faire encore un truc en plus alors que déjà, je suis la tête sous l'eau avec le premier truc que je fais? Moi, déjà, je t'ai dit, ma formation, c'était ingénieur électronique informatique industrielle, ça c'était ma passion. La vie fait que j'ai pas pu m'éclater dans ma passion. J'ai repris la boîte de mon père, je l'ai développée. Aujourd'hui, ça a généré une activité qui était rentable. J'ai réinvesti l'ensemble des bénéfices de cette activité dans son développement. Donc là, je te parle de ce produit, mais on a un autre produit qui a été breveté ces derniers mois, qui est une rondelle connectée. Ça, c'est dans la partie JPB. Tu la glisses dans un assemblage, tu approches ton téléphone et ça va te dire si ta visserie est bien serrée ou pas, sans outils, sans rien. Cette rondelle connectée, aujourd'hui, client de lancement, Airbus Hélicoptère, on vient leur faire gagner 2 jours et demi de maintenance sur une maintenance qu'ils font toutes les 500 heures, pour te donner une idée. Ça vient du fait qu'ils nous ont soumis ce problème et on a dit, OK, on va le régler. Voilà, boum. Et un nouveau produit qui nous ouvre des perspectives énormes. Pourquoi on a diversifié dans tous ces secteurs? Ça pourrait paraître un grand écart incroyable. Finalement, il y a un fil conducteur, c'est cette aventure humaine, avant d'être industrielle, qui nous a donné envie de faire ces choses-là. Et puis, mon activité première, elle était hyper, et elle l'est toujours d'ailleurs, hyper dépendante de l'aéronautique. Même s'il n'y avait aucun indicateur que c'était la mauvaise pioche. Ouais. C'est pas la mauvaise pioche, mais là, enfin, on va le dire. Mais voilà, c'était un moteur extraordinaire et je me suis dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc diversifions à travers d'autres activités, ouvrons-nous. Là où ce n'était pas évident sur nos produits de base, avec ce que je viens de te décrire, que ce soit Keyprobe ou cette rondelle connectée, on s'adresse à des tas de nouvelles industries. Bien sûr. Donc voilà, c'était ça l'idée première. Tu te désectorises. Je sais pas si, voilà, je fais le néo-jeu, tu te désectorises. Bon, mais alors, mauvaise pioche. Non, pas mauvaise pioche, c'est-à-dire... Alors, on en a discuté avant, elle n'était pas concernée, mais quand même, je tiens à le dire, mais je reparlais, Anne-Charlotte Frédénucci sera avec nous tout à l'heure, peut-être qu'elle est un peu plus concernée, mais je ne crois pas non plus. Mais les équipementiers aéronautiques, là, je lisais ça très récemment, sont dans une situation assez incroyable, où en gros, tu as 2 gros donneurs d'ordre, on va dire ça, les avionneurs et les motoristes, et a priori, ils ne sont pas d'accord sur justement la montée en cadence. Airbus est très, très optimiste, et Airbus pense en 2021, 2022, fabriquer davantage d'avions qu'en 2019. Et donc les équipementiers, c'est exactement ce que tu décrivais, c'est-à-dire à ce moment-là, c'est allez-y les gars, mettez-vous en ordre de bataille, il faut produire, c'est ça, c'est la chaîne qui redescend et la pression sur les équipementiers en disant il faut que vous soyez capables de faire, j'en sais rien, 62 avions, on va dire ça comme ça, en 2022. Donc ça veut dire que ça repart très très fort quand même là. Ah oui, j'étais sûr qu'on a eu un stop très fort là pendant ces 2 ans. Nous, ça a été moins de 30% d'activité pendant 2 ans et moins 50% par rapport à ce qui était prédit. C'est-à-dire que la voilure, tout était bordé pour faire plus 30, finalement on fait moins 30. Donc il a fallu vivre pendant cette crise. Donc ce qui a été fondamental, c'est toutes ces aides de l'État qui ont été déversées, que nous on a accueillies bras ouverts. Bras ouverts. Tout a été compensé.
Alors, on ne sait pas si on peut appeler ça compenser. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on n'a pas été freinés dans nos développements. Tout ce que je te présente là, on a même accéléré pendant la crise. Donc, on s'est servi de ce moment de calme pour accélérer tous ces projets d'innovation. On a été financé par le PGE, par nos banques. On a gagné pour Keyprod le prix Innov. Tu vois, on a touché presque un peu plus d'1 million pour développer ça. On est financé aussi par le Correc dans un certain nombre d'activités, etc. Donc, on n'a pas été freinés. On a recruté 25 personnes pendant cette phase. Donc ça a été fabuleux. Tu sais, à un moment donné, mais et ça, on s'en rendra compte dans quelques années, je pense, mais mes clients américains m'ont appelé pendant la crise pour me dire, la question, elle était simple, combien de personnes vous avez licenciées ? Et c'était la question qui posait à la supply chain mondiale. Grâce aux mesures qui ont été prises de chômage partiel, etc., même si on ne bossait plus, l'atelier était arrêté, j'ai pu tout simplement répondre, personne. On a gardé tout le monde. Et ben tu sais, on est apparu comme hyper fort par rapport à nos confrères qui sont à l'étranger, qui ont, eux, coupé 30% de la masse salariale, et on a gagné des nouveaux contrats. Parce qu'ils ont remanié les cartes, les clients, pendant ce temps-là. Donc nous, on a des trucs qu'on avait à 60-70% de market share, on a gagné 100%. Donc il y a eu plein de choses à faire dont on a profité. C'est passionnant. Et aujourd'hui, oui, je te confirme que ça repart très fort. Donc moi, j'ai vécu l'atelier arrêté, complet. On a été à l'arrêt total. On a été dans les derniers à s'arrêter. À un moment donné, il fallait se rendre à l'évidence, il n'y avait plus de boulot. Et puis on a repris progressivement, 1 jour par semaine, 2 jours, 3 jours, 5 jours en une équipe. Voilà. Et ce que je peux te dire, c'est que là, on est en septembre. Et très symboliquement, il y a 1 mois à peu près, on est repassé en rythme normal, 2-8 de travail. On repart pleine balle. J'ai beaucoup entendu dire, et j'y avais pas pensé, tu as raison, j'ai beaucoup entendu dire ça nous a protégés. C'est la première fois que j'entends dire ça m'a permis de gagner des marchés sur un marché mondial. Eh bien oui, c'était unique comme situation. Tous les pays, moi je suis en Pologne, je suis aux États-Unis, je suis dans d'autres pays européens, il n'y a pas eu ces aides et cette protection. Et aujourd'hui, les mêmes mecs qui ont coupé 30% mais de la masse salariale... Tu me disais quoi ? Tu penses que tu as gagné 5 ans d'avance ? Ouais, au moins les 2 ans pendant lesquels on n'a rien fait, ça c'est sûr. On a gagné ça, plus le temps que nous on repart on-off, boum, off-on plutôt. Ouais. On repart pleine balle, tout le monde est là et on n'a pas perdu de savoir-faire ni rien. Donc ça on le mesurera, je te dis, dans 5-10 ans, les prises de position qu'on a su faire pour ceux qui ont été offensifs. Voilà. Ça vaut un plan de relance, ce que tu me racontes là. Bah moi Ça vaut un plan de relance. Et voilà. Merci Damien. Déjà ? Bah non. Ça fait 20 bonnes minutes. Non, on peut. Alors mais encore une question. Mais enfin, c'est la question bateau en même temps. Mais comment est-ce que tu ressens les choses sur mais toi, tu es très très optimiste, très volontaire. Donc tu vas me dire c'est formidable. Mais comment est-ce que tu ressens les choses sur cette éternelle? Alors, je vais employer le terme un peu technique. J'ai été regarder dans le dictionnaire ce que ça voulait dire mantra. Qu'est-ce que c'est qu'un mantra? Parce que j'ai été regarder dans le dictionnaire, je peux vous le dire. C'est un totem autour duquel tournent les sorciers pour invoquer les dieux. Et donc, il y a quand même un côté mantra industriel, tu vois ? C'est-à-dire, il y a le totem de l'industrie, et puis les sorciers, les grands responsables politiques tournent autour. Mais je me demande s'il se passe vraiment quelque chose, en fait. Écoute, moi, je ne parlerai pas au nom des autres, mais je suis en train de te parler depuis 20 minutes d'une formidable aventure industrielle. C'est donc la preuve menée par un formidable entrepreneur. En innovant, c'est la numéro 1, en produisant, si possible, le maximum sur place. Keyprod, on assemble tout sur place, on fait sur place. Il y a des choses qu'on achète à l'étranger. Et en exportant, voilà, autour de ça... Non, mais la question, en fait, c'est que tu penses qu'il y a 10 ans, tu n'aurais pas pu faire la même chose. J'en sais rien, il y a 10 ans, en tout cas, on ne parlait pas de l'industrie comme on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est effectivement au cœur de tous les débats. Moi, je pense que c'est pour la bonne cause. On est d'accord là-dessus. En tout cas, voilà, moi, je parle autour de mon projet, j'en vois plein d'autres. Et les industries les plus anciennes doivent se transformer, c'est évident, pour continuer de rester attractives. Sinon, les mecs vont tous venir dans des boîtes comme la nôtre. Ouais, et tu as raison. Tirer les leçons, il faudra absolument... Dans 2 ans, dans 3 ans, j'en sais rien, mais tirer les leçons en fait de ce que ce soutien sans condition, quoi qu'il en coûte, a apporté à l'industrie en termes de, alors non seulement non-destruction, mais peut-être même de gain de part de marché à l'international. Tout à fait. Merci Damien. Merci à toi. À bientôt. Salut. Damien Marc, donc le patron de JPB System et de Keyprod, pas me gourer cette fois-ci, notre premier invité ce soir sur Bismart.